Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration Que c'est ça. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Hélène Gagné-Roy qui va nous parler d'un appareil très utile. En fait, tout le monde utilise cet appareil à chaque matin. Il nous permet de jamais arriver en retard à nos choses. Donc, je parle bien du réveil matin. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Monica. Comment allez-vous? Moi je vais très bien, vous? Oui. Alors, que c'est ça? Ben, que c'est ça? C'est mon cadran, mon réveil matin, que j'ai pris le soin de débrancher un matin pour venir vous montrer. Ah. Qui est l'inventeur du réveil matin? L'inventeur du réveil matin, c'est James Redding. James Redding qui est né en Normandie, dans le nord de la France, en 1892 à peu près. OK. Ouais, c'est Intéressant. Ouais. Et en quelle année M. Redding a inventé le réveil matin? Vers la fin des années 1930 à la fin des années 1930 au début 1940. On ne sait pas exactement la date, mais on sait que c'est vers ces environs-là. Ah, intéressant. Pouvez-vous nous décrire votre réveil matin? Oui, je peux vous décrire mon réveil matin. Alors, comme vous voyez ici, sur le dessus de mon cadran, nous avons un total de 6 boutons. Les boutons qui consistent en l'heure, la minute, l'alarme, le temps et le sleep. Alors, comme on voit, l'heure, le bouton heure est pour changer l'heure, la minute, changer la minute. L'alarme est pour setter votre alarme. Donc, si vous voulez vous réveiller de bonne heure le matin ou si vous voulez réveiller par vous-même, pas par vous-même, mais en fait, si vous voulez vous réveiller avec votre cadran, vous settez une alarme. On l'ajuste. Ouais. Le temps aussi, c'est important d'avoir un bouton pour le temps parce que sinon, on n'aurait pas de temps. Ce qui est vraiment dommage parce qu'un cadran a besoin de temps. Ben oui. Ben oui, hein, c'est vrai. Et le bouton Sleep, c'est un bouton pour... en fait, ça va partir ton cadran dans 15 minutes ou 5 minutes. On ne sait pas vraiment à quoi il sert parce qu'il est différent sur chaque cadran. OK. Malheureusement. Et aussi, nous avons le bouton Snooze. Alors, quand vous êtes lâche le matin et que vous ne voulez pas vous réveiller avec l'alarme de votre cadran, vous n'avez qu'à peser Snooze et la musique arrête. Mais elle ne repart que 15 minutes plus tard pour vous rappeler que vous devez aller à l'école. Très intéressant. Ouais. Exemple qu'il y a une panne de courant. Oui. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut quand même se réveiller à l'heure? Oui, il y a une façon qu'on peut. Alors, ici, vous voyez mon cadran, comme je vous ai montré tantôt sur le dessus. Et voici ma démonstration. Donc, vous avez la place pour la batterie. Une grosse batterie, en fait. On n'utilise pas des 2A avec ça, mais je ne sais pas exactement quel style de batterie nous utilisons, mais des grosses batteries. OK, ici. Et c'est ça qui est ça. Oui, OK. Puis, un appareil comme ça, est-ce que c'est dispendieux? Non, c'est un appareil de même, ça... Celui-là, je pense qu'il m'a coûté au moins une dizaine de dollars, même pas. Il était pas trop cher, bien correct pour une personne qui vit en résidence comme moi. J'ai pas besoin de grosse technologie, j'ai juste besoin de setter mon alarme pour me réveiller le matin. OK, parfait. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui à Quoi c'est ça? On apprécie vraiment que Marie-Hélène ait pu venir nous expliquer son cadran. On vous souhaite une très bonne journée et à ne pas manquer, la prochaine démonstration va être celle d'Émilie Smith qui va nous parler de son appareil photo. Alors, merci beaucoup et c'est un rendez-vous.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Que c'est ça? Cette semaine, nous accueillons Alexandre Carrière qui vient nous parler de sa pompe à eau ou de son filtreur à eau, dépendamment de la place où vous venez et de la façon dont vous le dites. Alors, Alexandre, peux-tu nous décrire, peux-tu nous dire c'est quoi ton objet? Bien, mon objet, c'est... Moi, je considère ça, c'est une pompe à eau, vraiment. Ça pompe l'eau, même si ça filtre quand même. Okay. Je vais vous montrer le MSR Hyperflow. C'est vraiment le produit qui a changé toutes les pompes à eau. Ça a refait la définition. Et je veux en parler à cause... N'importe quel enthousiaste du plein air va dans le magasin, puis il y a des dizaines de pompes à eau. Puis on ne sait vraiment pas quoi acheter. Ça varie entre 50 et 500 $. Puis il y a vraiment... Des fois, le prix change, la qualité, des fois, vraiment non. Puis c'est ça le point que je veux faire aujourd'hui. Ici, on a le MSR Hyperflow qui il fait la job d'une pompe de 300 $ et plus. Là. OK. Puis il vaut un tiers du prix, vraiment. Puis j'adore cet objet. J'ai eu beaucoup d'expérience avec cet objet-là. J'ai fait de nombreuses activités à l'extérieur, puis je ne suis jamais sur un autre objet. OK. Puis ce produit-là, il fait la même job que n'importe quel autre filtreur? Ah oui, et plus. OK. Le MSR, il vient avec le sac. Il vient avec le tuyau pour mettre dans l'eau. Oui. Ainsi qu'un adapteur pour des bouteilles de nalgène. Donc, n'importe quelle bouteille de nalgène, on peut visser ça directement dessus. Et on va pomper directement. OK. Comme vous voyez. Oui. Oups. Comme vous voyez. Ah, c'est pas mal intéressant. Oui, on voit comment ça marche. C'est pas mal. OK. Si on voit que c'est très impressionnant, ta machine. D'abord, c'est quoi le Hyperflow? C'est une différence de puissance? Le former, c'est extraordinaire. Bien, Hyperflow, c'est que ça rend si différent, c'est que c'est pas conventionnel comme les autres. C'est pas un système céramique. Okay. D'habitude, on est habitué à voir des pompes à eau qui fonctionnent avec un tube de céramique pour filtrer. Ouais, mais ici, on travaille avec un filtre qui a des couches puis des couches de microfibres qui filtrent. Donc, ça rend plus facile à filtrer, à faire le laver au jet. C'est juste plus compact. D'accord. Comment tu fais pour laver ton jet ou comment tu fais pour laver ta machine en tant que telle? Bien, essentiellement, c'est la même chose que les autres. Apparemment, ici, il y a deux stoppeurs. Donc, premièrement, il faut qu'on enlève un côté. Okay. On enlève le stopper en caoutchouc. On l'inverse. À cause, faut laisser l'eau passer par l'autre bord. Mm-hmm. Donc, on l'inverse, on le place, on fait ça qui est bien placé pour ne pas l'endommager. Après ça, on le replace. Non, on enlève ça ici. OK. Et essentiellement, on a le lavé au jet. D'accord. Merci. OK. Aussi, est-ce que toi, là, tu fais beaucoup de... OK, alors merci tout le monde. Je comprends pas ce que tu me dis. OK. Toi, tu pratiques beaucoup les activités en plein air. Est-ce que tu l'utilises souvent, genre en forêt, en camping? En conclusion. Alors bon, je ne même pas. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Merci. Merci Alexandre, c'est tout le temps que nous avions. OK. Mais je voyais jamais un câble. Je me suis fourrée là. Ah, ben,
Bonjour et bienvenue à une autre émission de Cas c'est ça. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale. On va toucher à la photographie. La photographie, c'est la passion de mon invité aujourd'hui, Emily Smith. Emily Smith va nous parler de sa caméra ainsi de ses belles épreuves. Bonjour Emily. Bonjour. Ça va? Oui. Good. C'est-tu ta première caméra, ça? C'est ma première caméra SLR, mais c'est la première caméra que j'ai achetée pour moi, puis que j'utilise beaucoup pour des photos. Ouais. Ouais. Puis c'est quel genre de caméra, ça? C'est une caméra SLR qui veut dire, en gros mots, parce que c'est décrit par quelque chose de très complexe avec les différents miroirs dans la lentille. Puis lorsque le photographe regarde dans le viseur, il voit exactement ce qui va être pris en photo. Donc, par exemple, d'autres caméras, quand tu regardes dans le viseur, ce n'est pas exactement ce que tu vas voir, car il y a certaines places qui pourraient être coupées ou les couleurs pourraient être changées. Mais pour celle-ci, c'est exactement car tu regardes directement à travers la lentille. Ah, puis c'est quel genre de lentille, ça? Ce que moi j'ai, c'est une lentille 18 à 55 mm. C'est une lentille très... Tu peux faire pas mal n'importe quoi avec cette lentille, car tu peux faire des petits zooms, mais aussi prendre des photos macro. Donc, c'est une lentille pour les débutants, pour le monde qui commence, pour savoir qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire encore, s'ils veulent faire des téléphotos ou même juste des photos, des portraits. Tu aurais besoin d'une différente lentille ou toutes les sortes de différentes photos qu'il y a, il y aurait une différente lentille pour. Tu pensais à un upgrade? Ou... La caméra comme telle, je vais la garder pour longtemps parce que c'est une très bonne caméra. Mais la lentille, oui, je planifie m'acheter une nouvelle lentille. Je vais m'acheter une lentille plus zoom, peut-être jusqu'à 200 mm. Puis les millimètres dans les lentilles veut dire c'est l'espace qu'il y a entre les différents miroirs qui prend la lumière pour ensuite l'amener sur le CCD, puis ainsi de suite. Ouais. Puis il y a beaucoup de fonctions sur ta caméra, comme je vois. Oui, donc c'est une caméra soit full automatique ou full manuel. Donc, moi, je préfère l'utiliser manuel car c'est plus libre à la photographe de décider ce qu'il veut. Tu peux choisir exactement les paramètres, tu peux choisir le ISO qui est la sensibilité de l'image, tu peux choisir la vitesse d'obturation, l'ouverture de l'iris pour avoir plein de différents effets artistiques. Mais tu peux aussi l'avoir automatique, comme par exemple ici pour le mode sport. C'est quelque chose que tu prendrais... C'est la même chose que si tu le ferais en manuel, c'est juste que tous les paramètres sont déjà pris et choisis pour toi. Donc, par exemple, sport, c'est que la vitesse d'obturation est très rapide pour lorsqu'un objet bouge, ça le gèle dans le temps pour ne pas avoir un effet d'embrouillé. Donc, oui, il y a plusieurs autres modes, par exemple, portrait, paysage, etc. OK. Puis, ici, celle-là, la roue, là. Cette petite roue-ci, Ouais. ben, c'est pour lorsque tu es dans le menu, par exemple, dans le menu ici, tu peux utiliser la petite roue pour choisir tous tes différents paramètres, quelle grosseur de photo tu peux avoir. Tu peux aussi faire des vidéos. Bon, merci. Merci, Émilie. C'était vraiment intéressant. J'en suis sûr qu'il y a beaucoup de passionnés de la photographie aujourd'hui qui avaient apprécié beaucoup l'information que tu nous avais à partager. Donc, la semaine prochaine, on va avoir JS, puis il va nous venir parler de son livre. Donc, merci et à la prochaine. Je ne sais pas si c'est qui t'a supposé être après moi.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission COSSESA, l'émission démonstration où aujourd'hui nous avons avec nous Jean-Sébastien Goyette qui va nous présenter son objet, soit son livre préféré, Le Vide, par son auteur préféré, Patrick Sénécal. Bonjour Jean-Sébastien, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Et vous? Oui, très bien, merci. Donc, expliquez-moi un peu votre objet, votre livre aujourd'hui. Oui, eh bien, moi, pourquoi j'ai pris le livre, c'est parce que j'aime beaucoup. Bien, j'ai découvert à lire il y a seulement 2 ans. J'ai eu un accident et j'étais chez nous. Je ne pouvais rien faire, donc j'ai commencé à lire. Puis j'ai découvert mon style de lecture. Donc, c'est là que j'ai vraiment tombé dedans. J'ai lu beaucoup depuis. Alors, c'est vraiment ce que je voulais amener le monde à voir que faut essayer de trouver sa lecture. Moi, avant, j'haïssais lire. Je détestais ça. C'est vraiment en lisant beaucoup plus que j'ai découvert que mais ce style-là, je l'aimais beaucoup. Puis c'est un peu ce que je veux amener. OK. Je veux que le monde aime lire. Donc, parle-moi un peu plus spécifiquement du livre que vous avez aujourd'hui. Oui, eh bien, c'est Le Vide de Patrick Sénécal. C'est un de mes livres préférés. Oui. C'est une histoire un peu sobre. Patrick Sénécal est un auteur très sobre. Oui. Et c'est sombre. Il y a des histoires un peu... Dramatique. Ouais, c'est dramatique. C'est pas pour les enfants, disons. Il passe plusieurs scènes où ce serait 18 ans, 16 ans et plus. Sauf que c'est un livre qui est vraiment intéressant. Il est vrai. Je l'ai lu, je l'ai dévoré en fait. 2 jours, je l'avais fini. Mais ouais, c'est un de ses derniers livres. C'est pas le dernier, pas l'avant-dernier, mais l'autre avant. OK. Ça a été fait en 2007. Bon, ben, voulez-vous me donner un petit synopsis ou un petit... Oui, très bien. Le Vide, dans le fond, c'est l'histoire de 3 hommes. 3 hommes complètement différents qui, Oui. au début, ne se connaissent pas. OK. Ils n'ont rien en commun. Il y en a un qui est un policier, l'autre qui est un psychologue, et un autre qui est juste un milliardaire un peu avec des habitudes un peu folles. Donc, c'est ça, au fur et à mesure que l'histoire avance, on découvre un peu plus c'est quoi le lien entre les 3. OK. Et c'est là qu'à la fin, ça devient vraiment excitant. Il y a vraiment une fin qui est comme dramatique. Puis le livre est bizarre aussi, c'est qu'il n'est pas écrit de façon normale, le chapitre 1, 2, Ok. 3. Les chapitres sont en désordre. Car les chapitres suivent l'ordre chronologique, mais l'ordre chronologique n'est pas suivi. Ils n'ont pas suivi, au lieu de mettre le chapitre 2 C'est tout, dans le retour passé, c'est tout mélangé. Ah. Ce qui le rend encore plus intéressant à lire. Très intéressant. Mais si vous voulez bien, je vais vous parler un peu de l'histoire du livre en général. Ok. Le livre en général, lui, ben, on peut pas parler vraiment d'une histoire parce qu'il a été écrit. Ça a commencé, on peut peut-être compter les hommes de la préhistoire qui écrivaient sur les murs comme le premier livre en tant que tel. Oui. Donc, il y a plusieurs. Ça remonte pas ça remonte trop loin pour qu'on puisse décrire une date précise. OK. Mais si vous voulez, on va parler un peu du top 10 des livres les plus vendus au monde. Numéro 1, vous devez savoir, c'est la Bible qui a été vendue. Et il y a un autre livre en 3e place, c'est le Coran, un autre livre de religion. Oui. Il y a aussi, attention, en 10e place, je trouve ça un peu drôle, c'est un livre sur les scouts. Je ne sais pas s'il le donne à tous les scouts, il ne les précisait pas dans l'article, mais c'est un livre sur les scouts qui a été très, très vendu. Puis en 4e place aussi, c'est drôle, il y a un dictionnaire chinois. Le petit Larousse n'est pas là, mais le dictionnaire chinois, Le petit lui. Larousse. Donc, la religion, c'est sacré chinois et les scouts au top 10, c'est quoi le vide? Puis c'est quoi le rapport avec tout ça, là? Ouais, ben c'est ça, c'est juste que je voulais montrer que vraiment les livres, ils vont vraiment se vendre plus dans certains aspects culturels, comme la Bible. Vous voyez, c'est ça. OK. Donc, merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est vraiment tout le temps que nous avons aujourd'hui. Mais j'en suis certaine que plusieurs ont pu apprécier cette présentation. Plusieurs sont passionnés de la lecture. Et probablement, vous, les téléspectateurs, allez à la bibliothèque et vous voir lire le Vide. Merci beaucoup et ne manquez pas la prochaine entrevue avec Catherine Brunel. Merci, à la prochaine.
Alors, bonjour et bienvenue à l'émission de démonstration COSSESA. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Catherine Brunel qui va nous parler du VFI, soit la veste de flottaison individuelle. Restez des nôtres car ça pourrait être très précieux pour votre vie. Bonjour Catherine, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire VFI? Est-ce que ça veut bien dire veste de flottaison individuelle et à quoi ça sert? En fait, ça ne veut pas dire veste de flottaison individuelle, c'est un vêtement de flottaison individuelle. En fait, on peut le voir ici, en fait, son but principal, c'est vraiment de garder la tête hors de l'eau de ceux qui l'utilisent, bien sûr en cas de noyade quand tu es dans l'eau. Puis aussi, il n'est pas à négliger parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ils partaient en bateau puis ne s'attendaient pas nécessairement à faire une activité vraiment nautique dans le sens qu'ils allaient se ramasser dans l'eau. Puis finalement, ils se ramassent dans l'eau, puis les risques de noyade sont présents. On a à chaque année un nombre de noyades assez important pour des choses souvent anodines comme ça que les gens ne pensaient pas. Donc, son but est vraiment de sauver une vie, de maintenir la tête hors de l'eau. Puis quelqu'un qui ne sait pas nager ou qui a de la misère, avec la veste, t'assurer de flotter, puis c'est beaucoup plus sécurisant si tu es en état de panique parce que tu as tombé puis tu ne sais pas. Fait que le VFI est vraiment important. C'est vraiment un outil de sécurité à utiliser. Moi, vraiment, quand on va dans l'eau, qu'on est proche de l'eau pour une activité qui a rapport avec ça. Parfait. Et quels conseils pourriez-vous nous donner par rapport à choisir un VFI, si j'en voudrais un, moi? OK. Premièrement, en fait, le VFI a plusieurs caractéristiques, ça c'est sûr. Premièrement, il y a la couleur. Couleur qui est un peu, des fois, disent, bof, couleur, c'est pas important, mais au contraire, il y a des couleurs vraiment vives. Le jaune, le rouge, le orange, c'est des couleurs vraiment conseillées, puis c'est beaucoup plus voyant. Si quelqu'un est dans la rivière, puis on sait, hein, les gros remous, tout ça, on voit pas bien, mais là, on voit bien. Il y en existe aussi des kakis, des bleus marins. Les gens, des fois, aiment ça, mais niveau sécurité, c'est moins important. Niveau la taille, également, pour un enfant, on va y aller davantage avec le poids de l'enfant. Parce que l'enfant, justement, on va y aller avec son poids. Le VFI faut être beaucoup plus petit, beaucoup plus adapté au poids de l'enfant, parce qu'un enfant d'un autre, l'âge, le poids est vraiment pas pareil, exactement. Puis pour un adulte, ça va être vraiment avec le tour de taille, puis également avec le poids. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a un gros tour de taille, puis qui pèse plus lourd que quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment les deux à vérifier. Mais ça, on peut toujours demander à quelqu'un en magasin pour qu'il nous réfère. Puis également, on peut aussi, le reste, c'est vraiment le design. Des fois, il y a des poches devant, sur le côté, comme par exemple, ici, j'ai une place pour mettre un canot de rivière, excusez-moi, pour mettre un couteau de rivière. Donc, c'est vraiment des accessoires après ça, que c'est vraiment à votre guise, dépendamment de l'activité que vous faites. Parfait. Et combien ça dure de temps, un VFI? Ça fait combien de temps que toi, tu as le tien? OK. En fait, le mien, ça doit faire à peu près, je pense que ça fait à peu près 5 ans que je l'ai. Je l'utilise à chaque été pour une durée d'à peu près 1 mois à peut-être 5 semaines, à peu près 4 à 5 semaines. Donc, je l'utilise tous les jours. Il est encore en bon état. Ça dépend de beaucoup de choses. En fait, comme on a, si on en prend soin, si on le laisse dans un endroit sec et aéré, ça va garder plus longtemps. Également, si on ne s'en sert pas comme coussin pour s'asseoir partout, tout ça, ça va nous toffer également plus longtemps. Ça dépend vraiment de l'entretien qu'on en fait, tout ça. Puis, il faut s'assurer également de bien regarder s'il n'y a pas des fissures au niveau des coutures, les bandes, puis tout ça. Donc, c'est vraiment important de faire attention avec ça. Mais le VFI, en général, peut se garder quand même assez longtemps si on en prend soin. Parfait. Donc, pas négliger de ne pas le pitcher dans le fond de la chaîne pour l'hiver. Exactement. Eh bien, merci. C'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Alors, malheureusement, Catherine, mais là, au moins, on en sait un peu plus. Il y a peut-être des personnes maintenant qui vont aller faire des bateaux nautiques sans mettre leur VFI, ils vont en mettre un et peut-être garder leur vie un peu plus longtemps. Ouais. Et vous, chers publics, restez des nôtres car la semaine prochaine, William Leblanc-Comtois va être des nôtres pour nous parler de son jeu DJ Hero.
et bienvenue. Mon nom est Catherine Brunel et vous êtes présentement à l'émission Que c'est ça? Les curieux, soyez attentifs car aujourd'hui nous recevons un maniaque de jeux vidéo, William Leblanc-Comtois. Il nous parle du nouveau jeu vidéo, le DJ Hero. Alors bonjour William. Bonjour. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la fiche technique de ce jeu-là qui est sorti il n'y a pas si longtemps. DJ Hero a été développé par Free Game Style et édité par Activision, qui peut être joué sur la Wii, sur la PlayStation 3 et la Xbox 360. D'ailleurs, le deuxième opus de ce jeu a été sorti il n'y a pas très longtemps, qui reste très similaire et qui peut être joué de la même façon. Puis en fait, ce jeu-là, c'est quoi le but? C'est comme un peu Guitar Hero ou, Le but du jeu, c'est qu'il y a deux pistes, deux chansons qui partent en même temps, qui forment un OK. mix. Oui. Puis il faut suivre les symboles colorés à l'écran pour arriver le plus près possible des notes, des touches, puis appuyer au bon moment pour qu'à la fin de la chanson, d'avoir le meilleur score. Puis la façon pour avoir le meilleur score, c'est d'être le plus précis, puis appuyer les touches au bon moment et tout. Dans le fond, c'est vraiment d'avoir mixé correctement la chanson, si on peut dire. Ouais. Puis en fait, là, on voit la plaque ici. Tu peux-tu nous expliquer, il y a plusieurs boutons, comment elle fonctionne exactement? Tu pourrais nous expliquer un peu en gros le fonctionnement? Cette zone-ci, c'est la table tournante qui permet de scratcher les mixes d'une chanson à la fois en appuyant sur soit le vert, le rouge ou le bleu, puis même des fois plusieurs en même temps, en faisant un mouvement de va-et-vient. Ici, on a le crossfader qui permet de changer, de passer d'une piste à l'autre et de faire des mix plus originaux. Ici, on a le bouton l'euphorie qui permet de multiplier le score. Et ici, on a l'équalisateur qui permet de mettre des petits sons pour personnaliser notre chanson, mais ça n'augmente pas beaucoup les points pendant le mix. Fait que dans le fond, tu m'expliques ça. Vite de même, je trouve que ça n'a pas l'air si compliqué, mais pour quelqu'un qui n'a jamais touché à ça, qui n'a jamais fait vraiment un vrai DJ sur des vrais vinyles de ça, est-ce que c'est quand même compliqué ou on réussit quand même bien à jouer? Si vous jouez en partant sans regarder le tutoriel, ça risque d'être beaucoup plus difficile parce que c'est un jeu quand même différent des autres jeux, puis aucun autre jeu similaire. C'est pour ça que le jeu a mis à disposition du joueur un dictatiel au début pour permettre aux joueurs de s'habituer dans un dictatiel de 10 étapes. Puis même quelqu'un qui n'aurait jamais joué, il fait le tutoriel, puis il complète correctement. Il risque d'avoir un petit peu de la difficulté au début, mais il va comprendre le jeu globalement. Fait que dans le fond, il faut vraiment aller prendre le temps d'aller lire les instructions puis de s'habituer à le tout, là, je pense. Bien, pas les instructions, mais un tutoriel fait pour le jeu, puis c'est la première fois, la première chose que tu fais en achetant le jeu, dans le Fait fond. que ça explique quand même bien. Ah, tout à fait. Puis, Tu vas comprendre complètement le jeu, même si quelqu'un qui joue la difficulté la plus haute. OK. Ah, bien, au moins, c'est bien pour que les gens puissent jouer. Il doit y avoir quelques tunes, 2-3, quand même assez connues. Bien, comme artiste, il y a Gwen Stefani, Eminem, Black Eyed Peas, puis j'en passe. Il y a Flavor Flav. Puis tu peux incarner un personnage dans le jeu qui te représente, dans le fond. Puis il peut y avoir Flavor Flav, Daft Punk. Fait que dans le fond, il y a quand même beaucoup d'artistes connus. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé du DJ Hero. Alors, merci. C'était tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que les curieux ont été satisfaits avec le nouveau jeu vidéo, le DJ Hero. Restez des nôtres car après, nous avons Nicole Paquette qui va nous parler de la série Band of Brothers. Alors, merci et à la prochaine!
Bonjour et bienvenue à l'émission Que c'est ça? L'émission qui a pour but d'informer le téléspectateur sur des objets plus ou moins utiles. Aujourd'hui, nous avons Nicolas Paquette qui va nous parler de la célèbre mini-série Bands of Brothers, communément appelée en français Les Frères d'Armes, créée par Steven Spielberg et Tom Hanks. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci. Donc, tu es un grand fan de cette série. Raconte-nous donc un peu la série Bands of Brothers. L'histoire de Band of Brothers, ça suit les 100 les premières Airborne pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors Easy Company. Puis c'était un groupe d'hommes qui ont vraiment fait un gros impact pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis ils ont vraiment aidé à pousser la machine nazie vers Berlin. Alors c'est beaucoup à cause d'eux qu'on ne parle pas l'allemand aujourd'hui. Puis c'est vraiment la relation entre les hommes qui développe à travers du temps que Mathieu. Très intéressant. Pourquoi as-tu choisi d'amener la série de Band of Brothers en studio avec nous aujourd'hui? Parce que d'après moi, c'est la représentation la plus réelle jamais faite sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment les détails qui ont fait que, d'après moi, c'est une mini-série ou une production même parfaite. J'ai jamais vu rien. Le seul film que j'ai vu qui est venu proche, c'est Saving Private Ryan. Puis même à ça, c'est à cause c'est les mêmes producteurs, c'est Tom Hanks et Steven Spielberg qui l'ont produit. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui appartient à Band of Brothers qui sépare des autres productions de guerre et d'armes? Comme j'ai dit, vraiment les détails. Ils ont vraiment allé rechercher parce que c'est toute une vraie histoire. Alors ils ont allé rechercher les vraies positions, les vrais qu'est-ce que les hommes y ont vécu, puis ils l'ont reconstruit sur l'émission, puis on voit tout comment ça s'est passé, puis ouais. Un peu comme Où est caché le soldat Ryan? Oui, beaucoup comme ça. Qui penses-tu aurait de l'intérêt à visionner la série Bands of Brothers? D'après moi, les hommes plus vieux qui sont intéressés à la guerre, Deuxième Guerre mondiale, puis l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. La série sur DVD avait un coût initial de 80 $. Que reçoit-on en échange, vu que le prix est quand même énorme? Oui, le prix est énorme, mais moi, je trouve ça vaut carrément la peine parce que ça vient dans une belle boîte en métal. C'est très joli. Il y a aussi 6 disques, puis 10 émissions de 1 heure, car c'est une mini-série. Puis sur la dernière disque, il y a aussi des surplus, comme comment l'émission y était faite. Des bonus. Puis des histoires de ce que les hommes y ont vécu dans le vrai temps. Alors, il fait des entrevues avec les vrais hommes de Easy Company. Est-ce qu'il y avait des bloopers? Pas de bloopers. On dirait que c'était assez sérieux comme production. Alors, C'est sûr que quand on joue avec la mort, oui. les gens sont plus touchés. Puis vu que c'est une histoire vraie en plus, c'est comme plus important. Pourquoi tu écoutes la série en anglais plutôt qu'en français? Moi, ma langue première, c'est en anglais. Puis si peut-être ça a été produit en français initialement, je l'aurais choisi, mais... C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été des nôtres. La prochaine émission, nous recevrons Sarah Ouellette qui va nous parler de son instrument de musique préféré, qui est la clarinette. Merci d'avoir été des nôtres.
Bonjour et bienvenue à Cossessa, l'émission qui a pour but de vous informer sur certains objets divers et relevants à nos jours. Nous avons aujourd'hui en studio Sarah Wallet qui a une passion pour la clarinette, puis elle va nous en parler. Bonjour Sarah, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, raconte-nous un peu de qu'est-ce que tu as amené aujourd'hui. Ça, c'est ma clarinette alto, que ça fait 5 ans que je joue. Alors, c'est une clarinette alto. Y a-t-il d'autres genres de clarinettes? Oui, il y a la clarinette sopranino, il y a la petite clarinette sopranino, il y a la clarinette alto, que ça, c'est comme ça. Il y a des clarinettes qui sont juste faites particulièrement pour des chansons comme pour Mozart, des choses comme ça. Et de plus en plus grave, il y a clarinette contrebasse, clarinette basse, et c'est ça. Et tantôt, tu me disais que c'est dans la famille des bois, puis c'est un instrument à vent. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ces deux choses? Oui. Instrument à vent, c'est tous les instruments que tu dois souffler dedans pour faire un bruit. Et comme la trompette, la flûte, la clarinette, par exemple, aussi, tous les instruments que tu dois souffler dedans pour faire un son, ça, c'est dans la famille des à vent. Tandis que la famille de bois, ça, c'est les instruments que tu dois avoir une hanche en bois comme ça pour permettre de faire un son. Alors, pourrais-tu nous raconter un peu l'histoire de la clarinette puis ses origines? Oui, la clarinette, elle a été inventée en 1690 par Johann Christoph Denner et, en Allemagne. Mais le tout premier modèle de la clarinette s'appelait le chalumeau et était beaucoup plus petit et avait beaucoup moins de clés comme ci. Alors, je peux voir qu'il y a beaucoup de parties différentes à mettre ensemble pour la clarinette. Oui. Es-tu capable de toutes les nommer? Puis... Oui. Ici, c'est qui commence par le bas, ça c'est le pavillon. Ensuite, ça c'est la partie supérieure qui va par-dessus comme ça. Okay. Ensuite, il y a la partie inférieure. Puis ça, c'est les deux parties qu'on retrouve les clés pour jouer. Sinon, en haut, il y a le basson. Ça, c'est comme on met juste avant le bec. Ensuite, ça, c'est l'embouchure pour permettre de mettre ta bouche dessus pour souffler. Et ensuite, il y a évidemment l'anche pour permettre de faire le son. Alors, ça fait depuis quand que tu joues à la clarinette? Ça fait depuis que j'ai commencé mon secondaire. J'étais en secondaire 1 et on a joué tout le secondaire. Alors, t'as-tu fait comme des orchestres, puis... Oui. Ah ouais, puis des concerts en Plein groupe? de concerts, ouais, plein de spectacles. On a gagné plein de concours. Puis, quoi serait le coût moyen pour un clarinette de ce genre? Le coût moyen d'une clarinette dépend tout le temps du modèle ou si elle est neuve. Mais une clarinette qui était comme la mienne coûte environ 800 $. Puis, donc, c'est ça, c'est très cher pour ça. Et c'est-tu ta première ou ça... Ouais. OK. C'est ma première clarinette, mon premier instrument. Puis, Tu l'as eu quand? Je l'ai eu quand j'avais 14 ans. Ah, alors il dure longtemps d'abord? Oui, ça dure OK. longtemps. Puis, tu trouves-tu que tu as beaucoup amélioré pendant les... Oui, c'est sûr. Mais premières c'est un instrument qui est quand même facile à jouer. C'est comme la flûte à bec, qui est très facile. C'est les mêmes notes quasiment. Sauf que tu dois vraiment être capable de souffler comme il faut pour être capable d'entendre ton son et pour que ça soit juste. Alors, pour finir vite fait, qu'est-ce qui sépare ça des autres instruments? Moi, je trouve que c'est le plus beau instrument OK. d'une OK, harmonie. bien merci Sarah, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour nous rejoindre aujourd'hui à Cossessa. Merci beaucoup Sarah. N'oublie pas de nous mettre en ondes la semaine prochaine où on va avoir Valérie Bossé-Clérou pour nous parler de sa défroisseur à main.
Bonjour et bienvenue à Cossessa, la seule émission démonstration qui nous permet d'avoir des chroniqueurs en studio qui nous parlent d'objets divers. Donc aujourd'hui à l'émission, nous avons Valérie Possé-Clérou qui va nous parler de son défroisseur à main, le Sunbeam Steamer. Donc merci Valérie d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Donc d'où vient le défroisseur à main? Peux-tu nous parler un peu de la compagnie? La compagnie Sunbeam, c'est une compagnie américaine qui a été fondée en 1897, mais elle fait des produits électroménagers seulement depuis 1910. OK. Elle offre une gamme vraiment variée de produits à ses consommateurs, que ce soit des produits pour la cuisine, des produits comme la literie, genre des couvertures chauffantes. Il y a aussi, justement, comme le défroisseur, des produits pour le linge. OK. Oui. Puis est-ce que tu en consommes d'autres produits comme ça ou est-ce que tu en as d'autres? Oui, d'autres produits Sunbeam, c'est très facile à se procurer. Donc, que ce soit les cafetières, moi, je suis une très grande consommatrice de café, donc je ne pourrais pas vivre sans ma cafetière. Quel type de consommateur aimerait utiliser ce produit-là? Le défroisseur à main peut être pratique pour les parents avec des jeunes enfants qui n'ont pas le temps de sortir la planche à repasser avec le fer, parce que ça peut être long, puis avec des enfants qui courent partout, ça peut être dangereux. Ça peut être extrêmement pratique pour les étudiants parce que ça prend pas de temps, ça prend pas d'espace. Il suffit de mettre de l'eau, puis ton linge peut être prêt pour l'après-midi. Ou ça peut seulement être pratique pour les gens qui n'aiment pas faire du repassage. Donc, ils se procurent ça, puis c'est plus facile comme tu le dis. Et qu'avons-nous besoin? Y a-t-il des outils qu'on a besoin pour l'utiliser? Pour l'utiliser, tu as seulement besoin de le brancher, puis du pichet gradué que tu remplis à la ligne maximum. Okay. Une fois que ton eau est dedans, tu peux le verser, donc ça facilite le versement d'eau. Okay. Donc ensuite, tu le branches, tu le laisses chauffer, puis tu appuies sur la gâchette, puis tu as pour 7 minutes de vapeur continue, puis ensuite, il suffit de rajouter de l'eau, puis tu peux continuer. Wow, donc c'est très pratique. Très pratique. Donc, est-ce qu'il sert seulement à défriper le linge ou est-ce qu'il y a d'autres fonctions? Non, il y a d'autres fonctions. C'est ça la beauté de l'objet. Tu as une brosse anti-peluche. Okay. Donc, si tu as des animaux, que tu sors ton linge de la chasseuse puis que tu as des petits poils ou tu as lavé avec de la laine, tu passes seulement la brosse sur tes vêtements, puis ça l'enlève tout ce qui peut s'avoir ramassé. Ou aussi, on peut changer pour la brosse qui est juste ici, qui est une brosse pour les meubles. Donc, okay. Tu changes la brosse, puis tu peux l'utiliser sur des meubles. Quand on a des animaux, souvent les odeurs peuvent se ramasser. Donc, tu mets ça, puis ça peut enlever les odeurs dans les vêtements, puis dans les meubles. Puis aussi, sur les sofas aussi, sur les sofas, sur les coussins, tous les gros meubles qui pourraient être compliqués à laver, qu'il faudrait aller voir un nettoyeur en temps normal. Donc, ça économise l'argent parce qu'on peut le faire nous autres mêmes. Bien oui. Très pratique. Donc, et pour les personnes intéressées à acheter le Sunbeam Steamer, c'est où qu'on peut se le procurer? Le Sunbeam Steamer, il est très facile à se procurer. C'est ça la beauté, comme que je disais, les parents ou les étudiants, ils peuvent seulement se déplacer à un magasin proche de chez eux, comme le Zellers, Canadian Tire. Des fois, ils ont des produits Sunbeam ou le Walmart. Tous les magasins, les grands magasins à rayon. Puis, il suffit d'aller là, puis ça, c'est un ancien modèle, comme que j'ai dit. Mais probablement qu'ils pourraient trouver ce modèle-là puis des plus récents. Donc, c'est ça, pour le prix de 24 c'est très... Donc, 24 chez Walmart ou chez Zellers, c'est là qu'on peut se le procurer? Oui, puis si vous pensez à tout l'argent que vous allez économiser en évitant d'aller chez le nettoyeur, le déplacement avec le gaz, ou même pour les meubles, tu n'as pas besoin d'appeler un spécialiste pour enlever les odeurs dans tes meubles, tu peux tout faire toi-même. Donc, 24 c'est une bonne investissement. Donc, merci beaucoup. Et malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir été des nôtres. Et merci à vous à la maison, mais restez là parce qu'après la pause, nous avons Michel Petit qui va nous parler de son jeu d'échecs. Merci beaucoup.
Bonjour, bienvenue à Cossessa. Cette semaine à l'émission, nous recevons Michel Pelletier. Il est ici aujourd'hui pour nous parler du jeu d'échecs. Alors, si vous aimez ce jeu de stratégie, restez à l'écoute car ça risque de vous intéresser. Bonjour Michel, c'est quoi que tu nous as apporté plus précisément aujourd'hui? En fait, c'est un jeu d'échecs que j'ai acheté dernièrement chez Toys R Us à bon prix. Puis franchement, il est beau, bon, pas cher. Il est fait en bois, puis je l'aime bien. Puis je me disais, ça te tente-tu de jouer là? J'aimerais ça, mais je ne sais pas trop comment déplacer les pièces, puis je suis sûre qu'il y a d'autres personnes dans la maison qui sont dans la même situation. Moi, peut-être que tu pourrais nous aider et nous éclairer. Oui, certainement. Donc, je vais faire ça quand même assez vite aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, la façon que c'est placé, c'est qu'il y a une rangée de pions de chaque côté. Il y a des tours sur chacun des coins. À côté, un cavalier, un fou. Ensuite, une reine qui est toujours placée à sa couleur, un roi, ainsi qu'un autre fou et d'autres cavaliers. La façon que les pièces se déplacent, c'est tout simplement que les pions ils peuvent se déplacer de 2 cases au premier coup et ensuite un coup. On peut y aller de même. Et aussi, ils peuvent manger, mais ils mangent uniquement de côté. D'accord. Fait que d'un coup, ils sont placés comme ça, ils sont bloqués, puis ils n'avancent plus. Autrement, il y a les fous qui vont de diagonale, il y a les tours qui font des horizontales, puis qui peuvent faire autant de cases qu'ils veulent, comme les fous. Les cavaliers, eux autres, ils font des L, donc 2 cases à droite, un en avant, 2 cases en avant, puis etc. La reine, c'est comme si c'était une fusion entre la tour puis le fou. Donc, ils peuvent faire autant de cases qu'ils veulent, puis en avant, en arrière, en diagonale. Le roi, c'est la même chose, mais une case à la fois. D'accord. Puis le but, c'est de faire échec et mat. OK. Ouf, là, ça en fait gros à apprendre. C'est quoi que tu peux bien aimer d'un jeu aussi compliqué? Bien, c'est justement le fait que ça soit compliqué. J'aime ça quand c'est compliqué, puis qu'il faut qu'on apprenne tranquillement, mais sûrement. Puis quand on commence à se sentir à l'aise, bien là, c'est là qu'on sent un peu quelconque bien-être, en quelque sorte. OK. Fait que c'est pour ça que j'aime bien jouer aux échecs, oui. Puis tu as dit que le but du jeu, c'est de faire échec et mat? Oui, tout à fait. Puis combien qu'on parvient à faire échec et mat? C'est simplement en faisant en sorte que le roi ne peut pas se déplacer sans être échec au prochain coup. Donc, par exemple, situation un peu loufoque, mettons le blanc, il joue comme ça, puis ensuite, le noir, il joue de même, puis après ça, je sais pas, il va placer ça de même, puis là, en fin de compte, la reine se place ici. Il n'y a rien à faire, le roi est échec et mat rendu, là, parce qu'il ne peut pas se déplacer pour empêcher que le prochain coup soit encore échec. Donc, c'est simplement ça, échec et mat. C'est juste que des fois, c'est difficile de pouvoir arriver à ses fins, mais bon. Donc, c'est juste d'empêcher le roi de bouger pour être sûr que tu gagnes la partie? Oui, en fait, le prochain coup, le roi ne peut pas se déplacer par la suite parce qu'il est déjà encore échec le prochain coup. Puis, tu sais-tu un peu l'origine du jeu d'échecs, d'où ça vient? Oui, en fait, c'est comme pas mal flou. Il y en a qui s'ostinent pour dire que c'est les Chinois qui l'ont inventé, puis que ça viendrait du Xiangkou. Puis sinon, il y aurait le Chattanooga qui viendrait de l'Inde, puis que là, en fin de compte, on ne sait pas trop si ça vient de l'un ou ça vient de l'autre. Puis en fin de compte, ça a donné les échecs à partir du 15e siècle, à peu près, là, avec les règles actuelles. OK. Puis, j'ai entendu dire qu'il voulait faire ça, il voulait faire du jeu d'échecs un sport olympique. Penses-tu que ça fonctionnerait? Honnêtement, ça ne fait pas très, très sportif. Là, le monde assis devant la télé pour des Jeux olympiques, me semble. Déjà que le monde sont debout pour être sur le podium. Oui, c'est sûr. C'est comme si d'un coup, il y aurait un effort physique rendu sur le podium. Là. Ça ne marche pas. C'est un peu comme le poker, là, entre autres. Franchement. Oui, puis ça manque d'action un peu. Là. C'est une question de point de vue. Là. Mais de là à ce que ce soit aux Olympiques, je trouve pas, là, nécessairement. OK. Merci, Michel. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine émission de Cossessa. Nous recevrons comme chroniqueuse Monica Cormier. Elle sera ici pour nous parler du drapeau de Petit Rocher au Nouveau-Brunswick. Donc, si vous aimez l'histoire et savoir l'origine des choses, restez à l'écoute, car vous allez aimer l'émission. Merci à tous et à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cossessa. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on a un objet particulier, un objet inusité, puis on se demande qu'est-ce que c'est ça, puis en même temps on apprend à connaître quelqu'un. Et puis c'est ça, alors ça prend 5 minutes, puis après ça on connaît un nouvel objet. Donc aujourd'hui, j'ai une flamboyante demoiselle, tellement flamboyante qu'elle brûle les planchers de danse quand ça va à la discothèque. Je présente Monica Cormier. Bien, bonjour Monica. Allô? Alors ça me fait vraiment plaisir de t'avoir à notre émission. Alors pour commencer l'émission, on se demande qu'est-ce que c'est ça? Oui, eh bien, ça, c'est le drapeau de mon village, de Petit-Rocher. Puis, je peux commencer par vous l'expliquer. Oui, bien, j'aimerais ça savoir en quoi consiste le drapeau du Petit-Rocher, là. Oui. On voit 3 personnages dans les couleurs du drapeau acadien, parce que à Petit-Rocher, c'est des Acadiens qui habitent là. Ouais. Puis, le drapeau acadien, juste brièvement, là, c'est les couleurs du drapeau de la France avec l'étoile acadienne. Donc, à cause que quand on s'est... les premiers colons qui ont venu habiter la partie du nord du Nouveau-Brunswick, c'était des Français, donc la France puis tout ça. Ensuite, les 3 fondateurs, c'est ça, les 3 personnages, c'est les 3 fondateurs de Petit-Rocher. Puis, il y a une histoire avec ça. Je vais vous la conter, là. C'est quand, avant, il y a les 3 fondateurs, M. Boudreau, M. Leblanc et M. Doucette, sont montés par maintenant, c'est Bathurst, mais avant, c'était Nipisiguit. C'est une ville à peu près 20 minutes de Petit-Rocher. Ça a l'air à se dire très bien, ça. Nipisiguit, oui. Fait que là, ils sont partis en bateau, puis ils ont été obligés d'arrêter, d'accoster, disons, leur bateau à Petit-Rocher, qui n'était pas encore Petit-Rocher, parce qu'il y avait une grosse tempête. Donc, là, on voit le bateau aussi, là, dans le drapeau. Puis, c'est ça. Là, ils ont arrêté, puis ils se sont supposément abrités sous un petit rocher, d'où vient le nom Petit Rocher maintenant. Puis, on voit aussi dans le drapeau le Petit Rocher. Puis, on voit en arrière la baie des Chaleurs, parce qu'on est sur le bord de la baie des Chaleurs. On voit aussi un phare, puis le nom du village. Puis, il y a aussi quelques mots en latin qui représentent les gens unis. Donc, c'est ça qui est le drapeau de Petit-Rocher. OK, bien très bien. Puis en même temps, je me disais, Petit-Rocher, bon, c'est un petit village, tout ça, mais ça sonne comme vraiment reculé, comme coin. Là. Je me demandais qu'est-ce qu'on peut bien faire là à Petit-Rocher. Bien, on a... premièrement, il y a quelques dépanneurs, puis ça. On a un magasin comme pour acheter de la nourriture. On a une église. On a... pas de plage, des pas écoles. De camping. Les plages, oui, mais c'est pas vraiment une plage de sable. C'est comme les gens s'attendent, on va à la plage, on va dans le sable, puis la mer va être chaude, là. Mais pas à Petit-Rocher. Donc, à cause que, c'est ça, c'est le courant frais qui descend. D'accord. Puis c'est vraiment froid, là, la mer. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, Monica. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir à notre émission. Puis en même temps, je me disais, c'est notre dernière émission de Cossessa. Donc, c'est notre dernière saison. En fait, c'est la fin de notre saison. On va revenir l'année prochaine. Inquiétez-vous pas avec ça. Vous allez apprécier, je suis certain de ça. Donc, merci et à la prochaine.